C'est ce moment de l'année où je vais vous partager mes 10 meilleures expériences de jeux de rôle de 2025. Fait que oui, le meilleur du meilleur de ce que j'ai testé. On parle de jeux de rôle, d'aventures, de produits, de suppléments, bref, des choses qui m'ont inspiré, qui m'ont fait voyager et que je vais partager avec vous aujourd'hui, le top 10 jeux de rôle 2025. Alors voilà, sans plus tarder, en 10e place. C'est un jeu, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on en parle, qu'on l'attend, mais ça reste un des meilleurs que j'ai testé cette année, c'est Urban Shadows. Donc c'est un jeu de rôle de fantasy urbaine. Donc dans ce jeu-là, vous allez incarner des vampires, des démons, des loups-garous. Alors vous allez peut-être être un tenancier de bar, de club de danse, ou un expert de la crypto-monnaie. Fait que c'est un jeu qui joue dans les mêmes plates-bandes que Werewolf the Apocalypse ou Vampire la Mascarade. Mais ici, c'est un jeu qui est hyper simple, qui utilise le système de Powered by the Apocalypse. Donc vous jouez un playbook, qui est comme une espèce d'archétype de personnage. Vous choisissez certains pouvoirs vraiment cool qui vont vous donner un move signature dans cet univers-là. Si vous avez déjà joué à Powered by the Apocalypse, vous savez à quel point ça peut être facile pour les groupes qui aiment des parties un peu plus narratives, qui parlent des personnages et de l'histoire, avant de parler de combats tactiques avec des règles complexes d'attaque d'opportunité. On n'est vraiment pas là-dedans. Mon seul bémol, c'est que je trouve que le jeu fait un pas de trop en direction du edgelord. Je trouve qu'il y a juste un petit peu trop d'excès de « on est donc ben terrible ». C'est-à-dire, comprenez-moi bien, j'adore les jeux à la Morgborg qui vont dans l'exagération, etc. Mais là, l'esthétique, l'écriture, le ton général du livre ne prête vraiment pas à ça. On est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus classique, un peu plus passe-partout. Et pourtant, certains pouvoirs de classe utilisent des mots très vulgaires. Puis, ça m'a comme rebuté. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Mais oui, si vous souhaitez vivre une expérience de guerre des ombres entre les loups-garous et les vampires, de sorcières qui vivent dans un 6,5 à Montréal, ben vous avez là un super beau système. Fait qu'allez jeter un œil du côté de Urban Shadows. 9e place. C'est le jeu de rôle de Labyrinthe. Le film de Jim Henson avec David Bowie. Et j'aime tellement l'univers marionnettique, un peu kitsch des années 80. Et on cerne vraiment bien ce ton-là dans les épreuves présentées dans le jeu de rôle de Labyrinthe. C'est un adventure game. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu trop minimaliste. Si vous pensez trouver là un jeu à la hauteur de Dungeon Crawl Classics, par exemple, ou de Old School Essentials, on n'est vraiment pas là. On a un personnage hyper simple. On va créer un petit groupe d'aventuriers qui vont explorer le labyrinthe du roi des gobelins. Vous pouvez jouer bien sûr une bête cornue comme Ludo, mais vous pouvez aussi jouer un gobelin, vous pouvez aussi incarner une humaine, wesh. Et les défis dans lesquels on progresse, c'est des petites vignettes. Les petites vignettes sont créées par Ben Milton de Questing Beast. Fait que c'est des défis qui sont très OSR. Vous avez devant vous un problème, par exemple, vous devez négocier avec une créature dans l'ombre invisible. Vous devez calmer un gobelin en crise dans une garderie de bébites. Vous devez battre un expert aux échecs dans une espèce de petit casse-tête, un puzzle d'échecs. C'est tous des petits puzzles qui vont dans plein de directions, que vous pouvez résoudre de plein de façons différentes. Ça va demander un roi des gobelins, donc votre maître de jeu va devoir avoir quand même beaucoup de place à l'improvisation dans sa tête. C'est pas un système parfait. Les vignettes sont pas toutes égales. Il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais il y en a des très bonnes, il y en a des très intéressantes. Puis je trouve que ça initie bien les enfants à ce ton de jeu de rôle vieille école où il n'y a pas une solution. T'as un problème et c'est juste ta créativité qui est ton outil. Vas-tu négocier? Vas-tu tourner les faiblesses de ton adversaire contre lui? C'est vraiment, vraiment cool pour ça. Puis il y a du danger. Parce que bien sûr, on va perdre du temps dans le jeu. Et si on perd trop d'heures, ben on ne peut pas arriver à la fin du labyrinthe à temps. On va perdre notre petit frère ou whatever ce qu'on cherche. C'est une affaire un peu spéciale. Ça plaira pas à tout le monde. Renseignez-vous, mais je trouve ça bien intéressant. Une autre affaire spéciale en 8e place. J'ai joué à Spell.
le jeu de rôle. C'est un jeu de rôle dans lequel on va tirer des tuiles de Scrabble, oui oui, des tuiles avec des lettres, pour inventer des sorts. Fait que le jeu est vraiment original, et là, c'est là que tu sors ton cerveau de Scrabble, là, puis là tu fais un F, un L, un U, je vais faire le sort de fleur. Est-ce que tu te transformes en fleur? Transformes-tu tes adversaires en fleurs? Est-ce que tu prends le contrôle des fleurs? C'est freeform. Hyper créatif. Je trouve que le jeu a une prémisse ultra forte, mais il y a un rythme un peu spécial. Parce que bien sûr, il faut arrêter pour inventer des mots à chaque fois que quelqu'un lance un sort, ou presque. Fait que ça peut ralentir l'expérience du jeu un peu. C'est plus un jeu de party qu'une expérience immersive où le système s'efface pour laisser beaucoup de place à l'exploration et l'histoire. Ici, ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est les mécaniques, les mots, l'amour des lettres. Ça aussi, je pense pas que ça va s'adresser à tout le monde, mais moi, ça a été une expérience un petit peu unique. Pour un one-shot spell, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. Très bon jeu. En 7e place, un jeu que ça fait 2 ans que j'essaye et que je suis pas sûr de comprendre. Mais cette année, on a fait une campagne. Ça va être très bientôt sur notre Patreon, alors allez vous abonner si vous voulez voir ça. Triangle Agency. C'est un jeu dans lequel on est des employés d'un bureau. Ok, c'est vraiment un corporate, là, imaginez un peu The Office ou Severance. Donc on travaille dans un bureau avec des cubicules et notre travail, c'est de réparer la réalité. Parce que oui, la conscience humaine a un impact sur la réalité, mais dis-le pas à personne. Et il arrive parfois qu'il y a des anomalies, que quelqu'un qui a une pensée tellement forte qui va changer la réalité, et nous, faut réparer ça. Heureusement, on a nous-mêmes des anomalies. C'est des pouvoirs surnaturels et on peut impacter la réalité. Par exemple, mon personnage de Théophile avait le pouvoir d'être un catalogue. Alors il pouvait faire apparaître des choses dans le monde en faisant « Hey, c'est quoi ça? » Et si j'obtiens des succès en roulant des dés, je peux faire apparaître n'importe quel objet anodin dans la pièce. J'ai aussi un autre pouvoir en tant que catalogue où je peux ouvrir un contenant et faire apparaître une autre version de moi-même qui est légèrement différente, qui a un talent utile pour la situation dans laquelle on se trouve. Et on lance des dés à 4 faces, des pyramides dans ce jeu-là. Tout ce qu'on veut obtenir, c'est un 3. C'est un jeu obsédé par le chiffre 3, alors si t'as un 3, t'as un succès. Mais si t'as pas de succès, tu fais apparaître le côté sombre de ton anomalie. Fait que moi, dans mon cas, ça peut faire apparaître des objets incongrus, ou ça peut faire, pire que tout, apparaître mon double maléfique. C'est un jeu qui peut sembler un peu niaiseux, drôle, puis ça l'est. J'ai eu énormément de plaisir, mais il y a tellement d'idées qui combattent au sein de ce jeu-là. T'as aussi des relations, donc t'as des parents, des amis, une amoureuse peut-être, et c'est les autres joueurs autour de la table qui doivent incarner ces personnages non-joueurs. Encore une fois, une idée géniale, qui crée tellement des beaux moments de jeu de rôle, mais qui, des fois, nous sidetrack un peu. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'idées mécaniques qui peuvent faire en sorte que l'histoire va dérailler. Tu as l'impression de toujours lutter contre le chaos. C'est très très thématique. Ça va être épuisant pour certains MJ, je vous le dis tout de suite. Ça va vous demander énormément de souplesse, la capacité à improviser, puis surtout, ça va vous demander d'être heureux dans l'échec. Parce qu'on échoue beaucoup dans le jeu. Nos pouvoirs sont souvent catastrophiques, et souvent toute la session va être de réparer nos erreurs. On n'avancera pas dans l'enquête, parce que mon double maléfique est en train de mettre le feu à trop de maisons. Vous comprenez? Mais quand même, Triangle Agency, wow! Quelle patente! Avant de continuer dans la vidéo, un petit mot pour vous parler aussi d'une autre patente. Savez-vous que Etugame organise un spectacle sur scène? C'est le 3 avril prochain au Saint-Denis, à Montréal. Fait qu'on va, oui, jouer à des jeux sur scène. On a des amis humoristes et artistes qui vont être avec nous. Coco Bellivo, Debbie Lynch-White, Alex Lévesque, Marc Gervais. Ça va être de l'impro, une soirée hyper loufoque sur scène. Et surtout, c'est une grande soirée de jeu. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, donc vous pouvez acheter l'expérience complète et venir dans un 5 à 7 ludique où il va y avoir des animateurs qui vont vous expliquer des jeux. Et après ça, on joue jusqu'à 1h du matin avec l'équipe Etugame. Ça va être drôle, ça va être le fun, on va s'amuser. Fait que si ça t'intéresse, les billets sont en vente dans la description.
Et oui, on arrive dans le très gros stock. 6e place. Un des jeux qui est arrivé là, comme une tonne de briques dans le monde du jeu de rôle cette année, Daggerheart. Tout le monde parlait de Daggerheart. Un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde avait abandonné Donjon Dragon pour se tourner vers ce nouveau jeu de rôle fantastique qui a été créé par l'équipe de Critical Role. Donc, bien sûr, le groupe de Actual Play le plus connu au monde. Et leur jeu, bien que les gens l'attendaient un petit peu avec méfiance, il avait l'air d'être un petit peu plus narratif que D&D. Il y avait des cartes dedans. Pour créer ton personnage, il fallait que tu aies des cartes comme dans Magic. C'est donc bien weird. Et finalement, ça a été un coup de cœur pour plusieurs personnes. Moi, j'ai été hyper excité quand je me suis lancé dans Daggerheart. J'ai acheté les livres, je voulais avoir les cartes, je voulais le tester, on a joué. On a fait plusieurs campagnes, dont une sur notre Patreon, qu'on vient de terminer. J'ai eu énormément de plaisir. C'est vraiment le fun de faire des personnages dans Daggerheart. Il y a effectivement beaucoup d'outils pour nous aider à creuser l'histoire de notre personnage. D'où il vient, c'est quoi ses relations avec ses amis. C'est super inspirant. Tu sais, moi j'ai aimé mon temps avec Daggerheart, mais je dois dire que le jeu est quand même assez crunchy. Il y a quand même beaucoup de pouvoir. Tu te trouves rapidement avec un coffre à outils très large. Tu commences comme si c'était un personnage niveau 4 dans Donjon Dragon. C'est un peu le feeling que j'ai. C'est le fun, mais c'est pas évident à démarrer. Puis ce que ça fait, c'est que la première session de jeu de Daggerheart est souvent déstabilisante. Mais quand tu tombes dans un combat, oui, c'est snappy parce qu'il n'y a pas d'initiative. Et tant que les joueurs n'échouent pas, ils continuent de jouer. Et dès qu'ils échouent, ben là, c'est le tour du maître de jeu d'aller les tabasser. Ça, cette dynamique-là est vraiment le fun. Puis ce serait tellement snappy s'il n'y avait pas autant d'éléments mécaniques qui prenaient du temps de cerveau. Souvent, ben, il y a quelqu'un qui a un pouvoir spécial qui interagit, il y a quelqu'un qui va interrompre aussi, quelqu'un qui va interrompre l'interruption, puis là, il essaie de calculer ton armure en faisant « J'ai-tu déjà enlevé l'armure? » C'est un peu étourdissant. Parce qu'il y a ça aussi, ça a l'air de rien, mais de lancer 2 dés. Après ça, de résoudre lequel des 2 dés était plus élevé. Est-ce qu'on réussit avec Fear ou est-ce qu'on réussit avec Hope? J'ai vu aussi beaucoup de gens qui mettaient tellement d'efforts à essayer de trouver un sens narratif à chaque lancer de dés. Ah, tu réussis avec espoir. Ben là, t'es content parce que tu penses à ta mère, pis t'es comme... Ça, là, c'est encore une couche de lourdeur sur le rythme de la partie. Écoute, je dis ça, j'ai l'air de pas avoir aimé Daggerheart, mais ça explique un peu pourquoi il est en 6e place. C'est un excellent jeu. Excellente alternative à Donjon Dragon. Je pense juste que j'aime mes jeux un peu plus simples ou un peu plus clairs. C'est un bon jeu. Je pense que ça va être parfait pour certains gamers. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'était bon. Hey, lancez-moi pas de rush. 5e place, parlant d'un vrai jeu narratif. Legends in the Mist. C'est un jeu très inspiré de Powered by the Apocalypse, de fantasy rustique. Donc on n'incarnera pas le super barbare roi d'Hyperboréa. On va plutôt être sur le fils du garde, la cueilleuse de pommes, le vieux sage. On est, tu sais, les figurants du village qui vont se découvrir un destin plus grand que nature. J'aime beaucoup cette prémisse-là qui fait très 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 Seigneur des Anneaux. Et nos caractéristiques, plutôt qu'être la force, la dextérité, ben ce sont des traits de personnage. Donc si vous êtes calme, dans n'importe quelle situation vous êtes calme, vous avez ce trait-là qui vous donne +1 à votre lancer de dés. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un jeu qui met toujours de l'avant qui vous êtes profondément comme personnage. Et vous n'avez pas de point de vie, vous avez des états qui évoluent et qui sont aussi des malus reliés à certains états psychologiques ou physiques. Est-ce que vous êtes encombré, blessé, effrayé? C'est tellement simple. Puis le jeu évolue avec ces traits de caractère-là. Fait que plutôt que de monter de niveau, vos traits de caractère vont se modifier, s'améliorer. Vous aurez peut-être des objets magiques qui vont vous donner de nouveaux traits de caractère magique. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Je pense que ça va être le jeu parfait pour ceux qui veulent une vraie expérience narrative. Pas mal plus que Daggerheart, à mon avis. En 4e place, on s'en va dans l'autre côté du spectre. Peut-être justement que vous êtes en train d'écouter ça et vous vous dites comme « Hey,
Moi, je veux faire de la bataille. Je veux sortir mes miniatures sur une carte quadrillée, puis je veux savoir quel genre de ligne, de cône ou de zone d'effet je fais avec mon sort. Eh bien, le jeu pour vous, qui est sorti cette année, que j'ai adoré, hyper ambitieux, Draw Steel. C'est le jeu de rôle, l'enfant de MCDM. Donc, Matt Colville, qui est le directeur créatif derrière. C'est un jeu qui porte beaucoup sur le combat tactique. Une grosse profondeur là, dans la richesse des décisions que vous pouvez faire dans le combat. Mais moi, je le comparais presque à Gloomhaven. Si vous aimez ce genre de jeu-là, où tu brilles, le moment mémorable de ta soirée, ça va être la grosse attaque en ligne que tu as faite, qui a fait tomber tous tes adversaires. Ce qu'on cherche, là, c'est de jouer avec l'environnement, de jouer tactiquement avec l'espace du champ de bataille, puis de sortir victorieux contre des ennemis nombreux et puissants. Si vous voulez aller voir, là, je vous conseille fortement le petit kit de démarrage, à seulement 10$. Il s'appelle le Delian Tomb. La tombe, je pense que la deuxième rencontre dedans, c'est comme 15 gobelins. Puis t'es comme, on va se battre contre 15 gobelins? On est niveau 1, on va crever. Mais là, tu réalises que tactiquement, avec tes pouvoirs, tu peux tuer 2-3 gobelins d'un coup si t'attaques au bon endroit. C'est incroyable. J'aime le fait aussi qu'on peut réagir dans le tour des autres. On a plein de petits pouvoirs qui nous permettent de nous téléporter, de manœuvrer, de bloquer des adversaires. Les combats sont tellement dynamiques, quand même un peu pesants. Ça s'apprend bien, le jeu est bien expliqué, bien décrit, mais il y a beaucoup de règles. Le combat prend beaucoup de place. C'est vraiment un jeu pour les amoureux du combat tactique. Si vous n'avez pas d'appréciation pour ces mécaniques-là, tournez-vous pas vers Draw Steel, je pense qu'il y a beaucoup d'autres alternatives. À moins que vous soyez vraiment fan de ce que produit MCDM. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez audacieux de sortir un jeu comme ça. Je leur souhaite bonne chance, j'espère qu'ils vont trouver leur public. Il y a l'air d'avoir une belle communauté qui s'est rassemblée autour de ces idées-là. Fait que Draw Steel, pas mal sharp. Troisième place, un autre design que je trouve incroyablement ingénieux, c'est Nimble, deuxième édition. Nimble, c'est un hack de Donjon Dragon. Fait que c'est 100% compatible avec la 5e édition de Donjon Dragon. Fait que pour ceux qui demandent, ouais, mais mettons, là, compatible, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est compatible! Je veux dire que tu peux prendre Curse of Strahd, prendre les monstres du manuel de la 5e édition 2014 ou 2024, les prendre et faire combattre des personnages de Nimble et ça va marcher. Les mathématiques de Nimble sont calquées sur les mathématiques de 5e édition. Cependant, Nimble est beaucoup plus rapide, beaucoup plus tactique, beaucoup plus épuré. On dirait que ça se peut pas de combiner à la fois plus de profondeur tactique puis un jeu plus simple, mais c'est ce que Nimble fait. On a d'ailleurs 3 actions dans notre tour de personnage. Pour jouer, on suggère d'avoir des jetons ou des cartes pour nous rappeler de ces actions-là, parce qu'on peut dépenser des actions pendant le tour des monstres ou dans le tour de nos alliés, soit pour aider nos alliés ou bloquer les attaques des monstres. Tu peux sinon garder toutes ces actions-là pour faire plein de trucs cool dans ton tour. J'aime qu'ils ont donné des actions qui étaient aussi thématiques que mécaniques. Tu peux par exemple trouver une opportunité, jouer une action pour faire un jet de perception puis essayer de trouver une faiblesse de ton adversaire, un avantage du terrain à utiliser. Tellement de bonnes idées, les classes, hyper simplifiées, avec la customisation. Fait que oui, on a une progression de personnages, oui, on a des pouvoirs, mais c'est pas comme dans D&D où on a des gros blocs de texte qui nous expliquent, faut que tu lises chaque ligne pour bien comprendre. Ici, c'est des petits pouvoirs, hyper bien décrits, sur 2 lignes, vraiment chouette. Le seul bémol, je dirais, avec Nimble, c'est qu'il y a... On n'en parle pas beaucoup, là, mais après avoir joué un peu, il y a quelques petits angles morts. La magie est beaucoup plus tactique puis moins chaotique, mystérieuse. On est un petit peu moins dans les sorts de support. J'aurais aimé ça quand même voir les sorts un peu vieille école qui nous permettent de faire toutes sortes de folies narratives, plutôt que juste des sorts qui sont des bazookas, vous comprenez? Je pense aussi que les points de vie et la piste de blessure qui nous amène inévitablement vers la mort est pas aussi intuitive à comprendre que j'aurais aimé. Ça fonctionne bien, c'est pas un enjeu pour moi, mais c'est peut-être un petit peu moins brillant que Draw Steel ou Dagger Art, qui ont des super bonnes mécaniques de mort. Mais outre ça, je trouve que le livre est d'une qualité incroyable.
Le set, là, le petit box set, là, t'en as tellement pour ton argent dans cette petite boîte-là. Je la recommande chaudement si vous cherchez une alternative compatible avec Donjon Dragon, où vous pouvez rouler toutes les aventures publiées par l'éditeur officiel ou les tiers parties. Nimble, ça rock. Je pense que les deux jeux ici, j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est les deux chefs-d'œuvre que j'ai eu devant moi cette année. T'sais. Il y a des bons jeux, puis il y a des jeux qui sont des œuvres d'art. Et en deuxième place, on a Mythic Bastionland. Œuvre d'art, je pense que c'est pas... Le mot est pas mal choisi, c'est vraiment magnifique au niveau du design et de toute la qualité des illustrations, de la mise en page, de la réflexion de ce livre-là en jeu. C'est un univers médiéval fantastique où on incarne des chevaliers. Des chevaliers inspirés des légendes arthuriennes. Et ces chevaliers-là, donc, ont tous des personnalités, des pouvoirs, des origines uniques. Et il y a des tables et des tables de chevaliers que vous pouvez rouler. C'est vraiment des allégories poétiques. Donc, est-ce que t'es le chevalier de la justice? Le chevalier énigme? Le chevalier sauvage? Et toutes ces petites descriptions ultra narratives, ben, ça va vous inspirer votre personnage, votre légende. On n'est pas dans un jeu qui ne pardonne pas. On a quand même vraiment des habiletés qui nous permettent de survivre. Entre autres, on a des exploits qu'on peut accomplir en combat. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. On a plein de petits as dans notre manche qui nous permettent, par exemple, de donner le maximum dégâts sur un adversaire ou d'éviter complètement du dégât reçu. Mais à chaque fois, on passe un test. Et si on échoue ce test-là, ben on perd cet as-là pour le reste du combat. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on se sent comme des super-héros, on se sent invulnérable, on sent qu'on est des chevaliers, on n'est pas juste des kidams avec une épée. Mais à chaque fois, on doit passer des épreuves pour prouver notre valeur. Et parlant de ces épreuves-là, le jeu repose beaucoup sur la recherche de mythes. Donc vous avez des légendes, des objets, des lieux, des personnages qui hantent les contrées de Mythic Bastionland. Et votre rôle comme chevalier, c'est de les trouver, d'enquêter, puis de résoudre ces problèmes-là. Puis au début, c'est vraiment génial, là, dans le livre, il y a plein de mythes. Il y a comme des degrés de mythes. Au début, c'est comme une rumeur. Ensuite, il y a comme des événements. Puis après ça, graduellement, ça devient comme une espèce de problème qui gonfle, qui enfle et qui finit par dévorer notre monde. Le jeu vous propose vraiment de vous créer un petit X-Crawl. Donc une carte maison où votre maître de jeu va cacher différents mythes sur certains X. Et plus vous approchez d'un X, plus vous obtenez comme les effluves, les rumeurs de ce truc maudit, ou pas. Parce que c'est pas des méchants qu'on tue à coups d'épée, des fois c'est des méchants qui ont quelque chose à résoudre, peut-être que c'est juste un lieu mystique à explorer, à découvrir, qui a un but, un désir, qui est là pour une raison en notre monde. Fait que c'est vraiment comme des quêtes philosophiques, dans lequel c'est pas toujours juste un combat à mort. Mais c'est pas un jeu qui est facile à rouler. Ça va vous demander beaucoup de créativité pour rendre ces idées poétiques-là dans quelque chose qui se joue. Tu sais, il faut quand même qu'on joue, il faut quand même qu'on décrive des choses avec des mots. C'est un défi, un peu, je pense. C'est magnifique, c'est beau, et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont avoir l'expérience de leur vie là-dedans. Si vous cherchez une expérience qui est plus mystique que vraiment tuer des gobelins dans un donjon, Mythic Bastionland a peut-être ce qu'il vous faut. Et finalement, mon jeu de l'année, celui qui m'a vraiment obsédé. Je suis tombé dedans, puis ça fait des jours et des jours que je le lis, parce que c'est un truc dans lequel on peut se perdre, c'est Dolmenwood. Dolmenwood, c'est un univers de campagne. Ça fait quelques années déjà que le créateur étoffe ce monde-là d'une forêt fantastique qui a été dominée par des empires de fées et d'elfes. Fait que pendant des années, cette forêt de Dolmenwood était remplie de châteaux mystiques, de tours, de créations de pierres magiques, de dolmens, de monolithes. Ces empires-là un peu aliens, de créatures venant d'autres mondes, du monde des fées,
ben, ça s'est un peu effondré et graduellement, il y a des mortels qui sont installés. Donc, mais on n'est pas dans de la fantasy à la Tolkien, on est dans quelque chose d'un petit peu plus dissonant, un petit peu plus conte de fées. Pensez aux aventures des frères Grimm. Et maintenant, il y a eu un bundle de plusieurs livres. Donc, un livre pour les joueurs, avec des règles de jeu pour jouer dans Dolmenwood, et un livre de campagne dont on va reparler parce qu'à mon avis, c'est ça la vedette du bundle. Le livre des joueurs propose des règles très vieille école. C'est très similaire à Old School Essentials, mais Dolmenwood nous propose des classes et des personnages, des espèces qui sont vraiment profondément enracinés dans l'histoire unique de ce monde féerique. C'est un univers qui est un peu amusant, absurde, sombre, glauque. Le ton est vraiment très bien. Les illustrations sont hyper cool, mais ce sont les cartes. Les cartes. Le livre de cartes est insane. Vous avez non seulement des villages, des villes, des châteaux, des ruines, mais vous avez aussi des empires, des seigneuries. Donc, il y a plein de zones de cette carte-là de Dolmenwood qui appartiennent à certains seigneurs. Il y a peut-être certains ex qui est vraiment pas recommandé d'aller. Puis, vous m'entendez peut-être parler de ex, mais c'est chaque petit carré de cette carte-là. Chaque carré est un lieu d'aventure. Fait que vous m'avez bien compris, là, moi, c'est quelque chose... Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça à ce point-là, mais chaque ex est numéroté. Et dans le livre de campagne, vous avez du contenu pour chaque ex. Est-ce qu'il y a une vieille tour? Est-ce qu'il y a gravé dans la montagne une tête de magicien? Puis si vous fouillez pour trouver le passage secret, vous pouvez rentrer dans le repère d'un ancien sorcier. Est-ce que vous entrez dans les vieilles ruines d'un château de fées? Un peu plus loin, est-ce qu'il y a un lac qui cache la dépouille d'une ancienne héroïne braquenne tombée il y a des siècles au combat contre un démon? Chaque ex contient des secrets, contient une façon de vivre la magie différente. Chaque ex peut être exploré, chaque ex peut vous permettre de chasser, de récolter des baies, des plantes. C'est vraiment fascinant. Cet univers-là est vraiment riche. Et il est vraiment pensé pour qu'on joue dans ce monde-là. C'est pas un univers qui est difficile à rouler. Donc, contrairement à Mythic Bastion Land, c'est des outils pour vous permettre comme MJ de ouvrir le livre puis de rouler, de plonger, de foncer dans ce monde-là. Je trouve ça tellement inspirant. C'est sûr que c'est très OSR. Tu sais, c'est pas des règles compliquées. C'est super simple, Old School Essentials, puis on est là-dedans aussi, là. Donc, les habiletés sont simples, on a un petit peu moins de points de vie, on a moins de pouvoir, on laisse plus de place à la créativité des joueurs et au bon jugement de notre maître de jeu. Il faut garder notre inventaire en tête aussi. Vieille école, ration, chasser, t'as-tu de l'eau, mon ami? Fait que si tout ça vous sonne trop vieille école, je vous suggère peut-être de rouler la campagne de Dolmenwood avec un système un peu plus moderne, Shadow Dark peut-être, ou Dungeon Crawl Classics. Mais bref, moi ça m'a vraiment donné le goût de le rouler, puis pourquoi pas de m'adonner un petit peu à ces vieux systèmes qui sont plaisants une fois de temps en temps, là. Tu sais, puis c'est le fun, ton personnage il évolue pas par ses pouvoirs de classe, mais il évolue par les objets magiques, les exploits qu'il accomplit sur le terrain. Puis croyez-moi, des objets magiques, des mystères à découvrir, des pouvoirs à débloquer en faisant des pactes avec des fées, il y en a dans Dolmenwood. Fait que voilà, c'était mon top des meilleurs produits de jeux de rôle que j'ai testés en 2025. L'année tire à sa fin, nous on va prendre une petite pause sur la chaîne, surtout pour les conseils jeux de rôle. On va revenir en janvier. On a notre nouvelle aventure de Triangle Agency qui va paraître sur Patreon aussi très bientôt. Mais d'ici là, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Des petites vidéos top, des plongées dans des univers fantastiques. Fait abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Si vous voulez qu'on continue à produire ces vidéos-là, ben, il y a plein de façons de nous supporter. Vous abonner, laisser un commentaire, parler de la chaîne à un ami. Ou si vous êtes vraiment cool et que c'est possible pour vous, vous abonner à notre Patreon pour avoir plein de contenu exclusif. Puis merci d'être là parce que chaque écoute, chaque visionnement, ben c'est un support immense. Je vous souhaite beaucoup de parties très chouettes en 2026. Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos amis, votre famille. Bonne année si on se recroise pas d'ici là. Merci encore pour tout. Puis on se recroise dans une autre vidéo.